Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous rencontrer sur ce thème qui est un thème vraiment du devenir humain qui nous concerne absolument toutes et tous. Je remercie bien sûr le salon Zen et Bio de m'avoir invité, c'est pas la première fois. Donc ça me fait toujours plaisir qu'on me donne la possibilité de m'exprimer. L'intérêt, c'est que nous soyons ensemble dans le même développement. Je ne me positionne pas autrement que comme une femme d'expérience. Donc je suis professionnelle de santé depuis 40 ans maintenant. Je suis sophroanalyste. Et donc l'exercice au cabinet me permet de ressentir le bain ambiant. Et nous allons beaucoup parler de ce bain ambiant actuel. Tout d'abord, se réinventer, dans le langage courant, nous en parlons en permanence. Se remettre en cause, se remettre en question, modifier son attitude. Les ajustements, nous en avons l'habitude. Enfin, tout au moins, j'espère. Parce que nous ne pouvons pas rester dans la routine. C'est absolument impossible, ce serait contraire tout simplement à ce que c'est que d'être humain. C'est-à-dire que nous pouvons nous replier dans notre coquille comme un escargot. Il y a forcément des circonstances qui viendront nous chercher. De toute façon, la vie est mouvement, changement, transformation. Et donc même si nous sommes repliés dans un petit coin de nous-mêmes, même si nous refusons, il va se passer des choses. Alors c'est pour ça que je vous ai mis dans ce PowerPoint, si tu crois que l'aventure est dangereuse et c'est la routine, elle est mortelle. Voilà. Parce qu'en fait, la mort, je ne suis pas sûre qu'elle soit devant nous. Je pense que la mort est beaucoup plus à chaque fois que nous disons non, à chaque fois que nous restons immobiles, à chaque fois que nous refusons de nous écouter nous-mêmes. Je vous rappelle, parce que je l'ai développé pas mal, que j'ai fait une petite vidéo là-dessus d'une dizaine de minutes. Je vous rappelle que l'opposé de la mort, ça n'est pas la vie. L'opposé de la mort, c'est la naissance. Nous avons un portail de naissance dans lequel nous chutons dans la matérialité et un portail de mort dans lequel nous repartons vers une autre forme de vie puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc nous sommes sur un terrain où nous sommes en terrain de connaissance. C'est évident que vous connaissez la situation des réajustements plus ou moins importants dans la vie. Mais là, il y a des circonstances de vie qui nous poussent un petit peu plus. Par exemple, une expérience de rupture, de choc, les ruptures amoureuses, le décès d'un proche, une annonce de maladie, une annonce d'opération chirurgicale, un travail dans lequel on ne s'épanouit plus, la trahison d'un proche, des blocages, des répétitions, nous connaissons ça. Alors là, déjà, c'est une provocation un peu plus importante. Mais il s'est surtout passé quelque chose depuis le 17 mars 2020, c'est que la pression extérieure a nettement augmenté, elle a été même massive, violente, elle a été brutale et elle a déstabilisé tout le monde. Vraiment déstabilisé tout le monde, j'insiste. C'était mondial, rapide et surtout les bouleversements ont touché tous les créneaux de nos vies. Le mode de rencontre, l'accompagnement des personnes fragiles, le déplacement, le rapport à la liberté d'expression, le rapport à la santé, le rapport à la mort. Je vous rappelle qu'on a interdit à des familles d'enterrer leurs proches, ce qui va laisser des traces considérables et pas uniquement pour les personnes vivant là maintenant, mais aussi pour leurs descendants. Bon, le rapport à la santé, à la mort, à la liberté de choix, bien sûr, le rapport au travail, évidemment. Et j'ai une pensée toute particulière pour les 15 000 soignants qui ont été suspendus. Le terme suspendu est vraiment très adapté. Ce sont des gens qui n'ont le droit à rien. Ces gens-là n'ont le droit à aucune formation, aucun type d'indemnisation. Ils n'ont pas le droit de travailler ailleurs. Autant vous dire que c'est une mort sociale, une mort financière. Et j'ai bien sûr aussi une pensée pour les pompiers qui ont été invalidés de la même façon,
Et alors mon cœur va tout de suite aux soignants qui ont accepté de se faire injecter parce qu'ils n'avaient aucune autre solution, ils allaient perdre leur mariage, quand parfois l'homme et la femme ne pensaient pas de la même façon. Ils allaient perdre un emploi avec 3 enfants à élever, ils n'ont pas pu faire autrement, ils se sont retrouvés contraints. Alors, quel sens prend le terme se réinventer dans des conditions aussi extrêmes? Posons-nous la question, et je pense que nous ne pouvons pas dire ce que nous aurions fait à leur place. Seuls ceux qui l'ont vécu peuvent dire qu'ils ont réagi en leur âme et conscience, selon les contraintes qui étaient les leurs, et en essayant de se trouver une voie dans ces contraintes maximum. Et en fait, c'est ça ce que fait l'humain. Par moments, nous sommes dans des contraintes maximum et nous sommes obligés, nous sommes poussés, pas seulement à nous réajuster, mais à nous réinventer. Alors nous allons voir que pour cela, il y a des aides, hein, et c'est bien sûr de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc évidemment, je suis professionnel de santé, évidemment, je suis sophroanalyste, mais je suis aussi quelqu'un qui a vécu une vie, tout simplement, à qui on a annoncé un jour, madame, vous avez une tumeur de plus de 3 cm dans le crâne, on va vous opérer, 11h30, il y a 2 chirurgiens à la Riboisière, et heureusement pour moi que j'ai rencontré des professionnels de santé, une thérapeute en constellation familiale qui m'a prise sous son aile, qui n'avait pas peur du transfert, qui m'a enveloppée, qui m'a contenue dans mon chaos intérieur pour m'aider à me reconstruire. Donc c'est de ça dont nous allons parler. Vous n'êtes pas tout seul, perdu. Et de plus, il y a des outils que vous pouvez pratiquer vous-même également. Alors si je continue cette introduction, je vais parler des bruits de bottes en Europe. Et je ne pense pas que ce qui se passe en Ukraine soit fait pour nous rassurer, pour nous mettre en sécurité. Pour les cheveux blancs, pensez à vos arrière-grands-parents qui doivent se retourner dans leur tombe quand l'Allemagne dit mettre 100 milliards d'euros dans une armée. La première fonction de l'Europe, c'était d'éviter le retour de la guerre. Or, la guerre est en Europe, entre 2 peuples extrêmement semblables. Et ne doutez pas que le tricotage d'humains qui est derrière nous, Européens, est en train de trembler sur ses bases. Ajoutez à cela, bien sûr, la déstabilisation climatique. Je vois, comme tout le monde, ce qui se passe. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que cet été, les Landes ont perdu 2700 hectares de pins, 1500 hectares à Baugé aussi, on en joue, c'est bien une première, ça n'est jamais arrivé. Hein. Et donc tout cela met en place une fragilité, une perte de repères. Mais c'est une perte de repères de toute la société. C'est une perte de repères mondiale. C'était pas « il y a eu l'épisode de SARS-CoV-2 et maintenant on va reprendre la vie d'avant ». Non, le monde d'avant est terminé. Est-ce qu'on peut accepter cela? Alors c'est très intéressant parce que bien sûr je suis testée comme tout le monde. J'interviens aujourd'hui sur le thème « se réinventer » et vendredi, je cherche un livre qui m'accompagne tout le temps. Je connais ce livre très bien, c'est La Voix du Sentir de Louis Sansa. Je donne des groupes de lecture vécue. Mon livre est biffé de partout, il est souligné. J'ai des tas de pages de réflexion, de liens dans ce livre. Plus moyen de remettre la main sur son livre. J'anime un atelier mercredi sur le thème de ce livre, le chapitre 25. Hein. Plus moyen de mettre la main sur ce livre. Alors je suis une bonne occidentale. Hein. Une question, une réponse. Un problème, une solution. Je cherche. Alors je remue le cabinet, je cherche partout, puis alors je cherche à la maison, je cherche dans ma chambre, je cherche partout et je ne trouve pas. Bon, au bout d'un moment, je m'assieds, je m'aperçois que finalement, je ne suis pas si paniqué que ça. Il y a plein de libraires à Angers. Hein. Je téléphone dans une librairie que je connais bien, je dis « Est-ce que tu as un exemplaire de La Voix du Sentir de Louis Sansa ?» On me confirme que oui. Samedi matin, je suis allé chercher un autre exemplaire. Mais enfin, j'aimerais bien retrouver mes bases. J'aimerais bien retrouver mon livre avec toutes les réflexions, avec tous les liens. Hein. J'aimerais bien quand même repartir de mon passé pour construire l'avenir. Eh bien non, Muriel, tu vas te débrouiller. Tu vas faire du neuf. Tu vas faire autrement. Et mercredi, l'atelier va se dérouler de 9h30 à 17h30. Et oui,
tu vas te débrouiller. Et tu vas te débrouiller autrement. Tu vas te servir de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et tu vas en faire ton miel, et tu vas écouter, et tu vas intervenir le moins possible, et nous allons œuvrer ensemble dans ce groupe. Un groupe extrêmement bienveillant, qui bien sûr m'accueillera comme je suis ce jour-là. Dans cette perte de repère, que je vis moi aussi bien sûr, il y a la fragilité des jeunes. 14 mois d'attente actuellement pour un premier rendez-vous en centre médico-psychologique à Angers. C'est pas une vue d'esprit, c'est 14 mois. Hein, je connais une éducatrice spécialisée, quand elle tient le téléphone, elle ne dort pas la nuit. Elle dit après, est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va se suicider avant qu'on lui donne un rendez-vous? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est normal si vous ne vous sentez pas bien. C'est normal si vous vous sentez bousculé. C'est normal si vous vous sentez en perte de repère parce que l'être humain a besoin de se transformer, il a besoin d'interagir avec le monde. Et c'est l'expérience qui fait la conscience. Et l'expérience que nous avons vécue pendant 3 ans, nous avons besoin de la retraiter, nous avons besoin de nous en saisir avec 2 axes principaux. Le premier, c'est l'art. C'est la créativité. Nous avons besoin de cinéma, nous avons besoin de one-man show, nous avons besoin de livres, nous avons besoin de témoignages, nous avons besoin de groupes de parole pour essayer de mettre en mots ce chaos qui nous a été présenté et qui nous a gérés pendant ces quelques années. Et la clé de cette intervention, de cette courte introduction, c'est que bien sûr, la seule solution, c'est de ne pas abandonner votre légende personnelle. La seule personne que vous puissiez transformer, c'est vous-même. Et c'est donc d'aller vous choisir encore et encore, de plus en plus en profondeur, de plus en plus en intimité avec vous-même, pour rejoindre le sens de ce devenir humain, qui est toujours la croissance. Alors pour cela, je vous propose un double mouvement. Un mouvement d'abord vers l'intérieur, qui est un mouvement yin, un mouvement vers la profondeur, c'est-à-dire sortir de la tête qui pense et laisser venir à vous les ressentis, les sensations, les mémoires, ce qui va vous permettre de retraiter vos dossiers, parce que forcément quand on creuse, on trouve. Et vous allez trouver des peurs, de la honte, c'est de cela dont nous allons parler, de tout ce qui fait frein au changement, de tout ce qui fait frein à l'implication et de tout ce qui fait frein à l'expression de qui vous êtes. Vous aurez besoin d'accompagnement dans cette phase. Il y a le travail classique, bien sûr, de psychopratique en sophroanalyse, l'enracinement dans le corps, et nous avons maintenant tout un tas de techniques de présence professionnelle à tous les coins de rue. Franchement, nous ne sommes pas dans la position de nos parents. Hein. Je vois des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs critiquer énormément leurs parents. Ils oublient que leurs parents ont vécu la guerre et qu'après la guerre, l'idée c'était que les enfants aient un toit au-dessus de la tête, qu'ils soient habillés, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient à manger. D'accord ? Par contre, nous, notre génération, nous avons le choix. Nous avons la qualité de présence des thérapeutes qui sont là pour nous accompagner et pour nous aider. Et l'idée, après ce mouvement yin, c'est de revenir au yang, c'est-à-dire le mouvement vers l'extérieur et oser la créativité. Oser être visible, oser s'individuer, faire son miel et suivre ce qui a du sens pour soi. Alors pour cela, nous allons parler de la première étape, apprendre à s'écouter. Et la première étape, c'est questionner, nous questionnons ensemble notre capacité à être seul. Parce que si vous fuyez la possibilité d'être seul, quelle est la valeur de votre couple? Quelle est la valeur de votre rencontre avec les amis? Quelle est la valeur de votre sport où vous rencontrez 15 personnes? C'est-à-dire que vous êtes dans le monde de la dualité. Dans ce monde, nous sommes dans le monde du deux. Le choix du groupe n'a de sens que si je peux être seul.
si je prends des temps solitaires. Des temps solitaires ne sont pas forcément des temps de solitude. La solitude, c'est être coupé de soi-même. Vous pouvez vous sentir en solitude avec des milliers de gens sur les Champs-Élysées. Vous pouvez être heureux solitaire. Mais est-ce que vous vous donnez la possibilité d'être solitaire? Ou est-ce que vous fuyez la possibilité d'être solitaire? Creusons encore un petit peu. Est-ce que quand je suis solitaire, je suis dans la distraction? Je vais téléphoner aux copines. Je vais trier des photos. Est-ce que je vais rester seule avec moi-même? Est-ce que je vais fuir la distraction pour me rencontrer moi-même à l'intérieur? Est-ce que je vais simplement fermer les yeux? Juste fermer les yeux, mettre une main sur le corps, ressentir la chaleur du corps, ressentir la présence de la main sur le corps, et juste me mettre en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de la peau. Parce que j'ai un patient qui m'a raconté que quand il est ingénieur et quand il prend le train pour aller travailler, il met une petite appli, que je ne nommerai pas, pour se rencontrer. Mais il me dit, j'ai un mental tellement puissant que je suis en train de retraiter les dossiers de la journée tout en faisant l'exercice proposé par l'appli. Et j'en arrive, tout naturellement, à l'aspect méditatif. Vous avez accepté d'être seul en lien avec vous-même, vous avez fui les habitudes du petit quotidien, vous vous êtes ressourcé. Être seul est une petite mort consentie à son extériorité. J'aime beaucoup cette phrase. Et alors vous allez méditer, c'est-à-dire équilibrer le regard de l'extérieur avec le regard de l'intérieur. Nous ne pouvons pas, l'être humain ne peut pas. Ça n'est pas possible. L'être humain ne peut pas être tout le temps en production, en devanture, en parole, en activité. Il a besoin de s'arrêter, de s'écouter et de se reposer, c'est-à-dire de se poser de nouveau, pour se reconnaître, naître avec, reconnaître, renaître avec moi-même. Et donc vous allez sortir du théâtre. Ce que j'appelle le théâtre, c'est le bruit du monde. Et le bruit du monde est extraordinairement fort actuellement. Les bruits du monde sont absolument énormes. Vous allez dans un supermarché, vous voulez une boîte de thé. Ben oui, mais il y en a 50. Du thé vert, du thé noir, du thé blanc, du thé rouge. Et puis alors tous n'ont pas la même contenance, alors si vous voulez vérifier le prix au kilo, vous allez vous amuser. Puis il y a la boîte bleue très attrayante, en tête de gondole. Il va falloir vous mettre à quatre pattes pour trouver le thé le moins cher qui ne sera pas forcément le moins bon. Bref. Et nous participons, nous nous occupons. Nous nous occupons tout le temps. Alors voilà, moi je dis 20 minutes par jour peuvent transformer une vie. Je le pratique. 20 minutes par jour peuvent transformer une vie. Et quand je dis ça, on me dit j'ai pas le temps. C'est pas vrai. Je suis une femme très occupée, je travaille beaucoup. Je perds au moins 20 minutes par jour. Excusez-moi, nous perdons régulièrement 20 minutes par jour. Nous ne pouvons être enseignés en méditation que par l'être humain. Il y a 3 dimensions à la méditation. Il y a la méditation seule, la méditation en groupe et la méditation en groupe mais parlée, que ce soit par la mise en mots attentive, des mots habités, accueillis, ou que ce soit par des rituels qui vous appartiennent et dont je ne dirai rien puisque je ne partage rien avec vous de votre système de croyance, c'est votre intimité, c'est entre vous et vous-même. Et de cette partie-là, bien sûr, je ne parle pas. Mais c'est en tout cas établir une alliance entre la tête qui pense et le corps, siège des mémoires, des ressentis et des émotions. Pour les personnes qui seraient tentées de débuter la méditation, c'est intéressant de s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui cause à l'intérieur. Que la partie la plus superficielle du mental, c'est beaucoup quelqu'un qui cause à l'intérieur, avec des espèces d'élastiques qui font des disques rayés. Je suis en conflit avec mon père et je mange du conflit avec mon père dans ma tête 3 heures par jour. Et puis Noël arrive, alors j'en suis malade 3 semaines à l'avance, mais vous inquiétez pas, je vais en être malade 3 mois après.
Ça, c'est vraiment la spécificité du mental, d'avoir un élastique et de tout le temps tirer dessus. C'est déjà de ne pas être dupe de cet élastique, et peut-être même de vous apercevoir que si vous commencez à respirer en conscience, si vous commencez à mettre une main sur votre joue en fermant les yeux, si vous mettez la main sur la nuque, si vous commencez à suivre le souffle qui traverse, le mental va s'apaiser, va se calmer. Il y a une clé, c'est que plus le corps est submergé de ressentis, de sensations, plus il est dans ses mémoires, dans ses empreintes et dans ses capacités, plus le mental se ralentit et se calme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mental, c'est un hamster dans sa roue. Il faut que la roue tourne pour que le mental existe. Si la roue se calme, le mental se casse la figure. Et votre ego commence à se relativiser. Alors quand vous avez vécu ça déjà une fois, vous avez fait une brèche. C'est très important. Parce qu'après, vous n'êtes plus identifié à ce mental qui cause à l'intérieur de vous. Et c'est la porte ouverte à autre chose. Et là, vous allez pouvoir commencer la méditation. Pour ceux qui sont un peu plus loin, quand les bénéfices de la méditation s'installent, c'est votre corps qui réclame sa dose. C'est votre corps qui réclame de vous asseoir sur le coussin. Exactement comme vous vous lavez les dents. Quand j'organise des séances de gymnastique des 5 saisons, je fais mon petit laïus en début d'année sur la discipline. C'est dans la discipline qu'on trouve sa liberté. Essayez de reprendre tous les jours un automassage, un enchaînement, un souffle conscient, une posture. Posez-vous quelques minutes. Maintenant, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien parce que si la discipline ne vient pas de l'intérieur, c'est une pression extérieure de plus. C'est à l'être humain de se réinventer. Je ne fais que proposer. L'être humain dispose. Vous êtes libre de disposer des propositions que vous font l'entourage, les thérapeutes qui vous accompagnent, les groupes dans lesquels vous êtes. Vous vous impliquez, vous ne vous impliquez pas. Ça, c'est votre responsabilité. Et c'est très bien parce que c'est votre liberté. Sinon, nous serions dans un système sectaire. Alors après, bien sûr, je vais parler de la marche. Par son balancement et son rythme, la marche remet en route les mouvements harmonieux du bassin. Par le contact à la terre, la marche nous sort de la vision étriquée du mental et le chemin parcouru nous rappelle que la vie est mouvement, changement, transformation. Alors j'ai trouvé ce petit texte. Le vagabond va à l'aventure car il veut que chaque jour soit un jaillissement d'imprévu. Quelque chose doit le mettre sans cesse sur les bords de l'abîme. Dans la tension de l'effort, il trouve la paix intérieure, se débarrasse de toute fausseté, revient à l'élémentaire et devient capable de pleurer de joie devant un filet d'eau claire. Son âme se simplifie, son voyage est une épuration. Ce n'est pas par goût de la souffrance que juge Mesmel, mais parce que la lenteur révèle des choses cachées par la vitesse. Je suppose que vous avez reconnu Sylvain Tesson. Et parce que l'idée de ces outils vers l'intérieur, c'est de faire taire le mental, ou tout au moins de relativiser la puissance du mental des Occidentaux. À chaque fois que vous dites, j'entends là un maître tibétain qui résonne dans mes oreilles là juste à l'instant. Toute parole est une distraction. Prenez le temps de 2 jours de retraite dans un monastère, dans un lieu en campagne. Ne dites rien, ne prenez pas votre téléphone. Et quand vous allez retourner dans les bruits du monde, vous allez être affolé du flot de paroles. Dire, faire. Si le faire n'est pas en conscience, le faire n'est qu'une distraction. J'espère que pour cela, nous sommes d'accord. Je conseille aux gens qui travaillent dans des bureaux, assis devant un ordinateur, de prendre 2 minutes toutes les heures pour ouvrir la fenêtre, respirer en conscience, toucher le corps. Sinon, ils sortent à 5 heures, ils sont vidés. Et c'est en ça que la marche, la méditation, le fait d'être seul, remet de l'énergie dans le circuit. Penser, c'est bien sûr le mental. Vouloir, justifier, argumenter, analyser,
à vouloir avoir raison, bien sûr. Tout cela, c'est du mental. Et nous avons besoin de retrouver nos émotions, nos sensations, retrouver de la vie, du vivant, pas du contrôle, pas de la préparation. Il nous faudra une discipline assidue, un entraînement sérieux pour renoncer à de vieilles habitudes mentales, pour découvrir et maintenir une nouvelle façon de voir. C'est Jack Canfield qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Après l'extase, la lessive ». La clé, c'est que vous devez trouver votre propre grammaire alchimique. Je vous ai proposé des outils, mais vous en avez peut-être d'autres. J'ai un collègue qui travaillait énormément, qui était formateur, qui m'a formé à la méthode Mézières, et qui disait « Mais moi, je me lave de ma journée dans le canapé avec un casque et j'écoute le Requiem de Mozart. » Mais bien sûr, si c'est sa grammaire à lui. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous proposer des outils royaux et vous devez absolument passer par là. Je vous donne quelques indications de ce que je pratique, ce que j'essaye de transmettre. Parce qu'enfin, si vous ne faites pas taire le mental, quand est-ce que vous êtes vous-même ? Si vous vous éloignez de la nature, vous vous éloignez de votre propre nature. Si vous vous éloignez de votre propre nature, vous faites un écart avec qui vous êtes en profondeur. Si le grand écart augmente, alors c'est le malaise. Et nous avons besoin d'éducation, nous les adultes, autant que les enfants. L'éducation, c'est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Nous en avons besoin à l'âge adulte. Nous avons besoin de nous élever, de nous porter plus haut, de nous faire monter à un niveau supérieur. Alors maintenant, nous allons arriver à ce qui forcément se montre quand nous prenons du temps avec nous-mêmes, quand nous méditons, quand nous allons marcher, quand nous prenons le temps, quand nous laissons le temps au temps. Et c'est là que nous allons tomber sur l'origine de la peur. L'origine de la peur, c'est la peur de la mort. Être suspendu, c'est une mort sociale. Ça ramène à la peur de la mort. Et la peur de la mort, elle nous tient depuis un mode extrêmement ancien. Pensez à Arthur, avec ses copains, qui est absolument obligé d'aller attaquer un mammouth pour que les femmes et les enfants puissent manger. Alors ils sont 18, ils sont 20, et il va falloir combattre. Et si le combat est impossible, c'est la fuite. Et si la fuite devient impossible, c'est de faire le mort. Hein ? C'est ce qui nous reste dans les corridas. Je ne suis ni pour ni contre les corridas, mais c'est très intéressant d'aller voir une corrida une fois dans sa vie. Quand un picador est pris à partie par le taureau qui ne veut pas le lâcher, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'allonge par terre, il met ses bras autour de la tête, il se prend les coups de corne avant que ses copains n'arrivent pour détourner le taureau, parce qu'il est dans la seule chose qui reste à faire, c'est faire le mort. Et c'est ce que nous faisons dans la vie en permanence quand nous sommes trop provoqués par quelque chose. Nous faisons le mort. À 5%, à 10%, à 35%, à 70%. À chaque fois que nous sommes dans la routine, à chaque fois que nous disons non, alors que nous savons très bien que nous ne sommes pas bien, à chaque fois que nous choisissons l'immobilisme, nous essayons de gérer notre peur. Et peut-être même sans la voir venir, sans l'identifier. Je peux vous dire que les suspendus, eux, ils ont été confrontés massivement à leur peur. Vous imaginez comme ces personnes ont dû se réinventer, se retrouver devant des peurs massives et les gérer. Alors j'ai choisi la classification de Louis Sansa dans La Voie du Sentir, les peurs de l'extérieur. Alors les peurs de l'extérieur, c'est quand vous êtes identifié au théâtre, hein, quand vous êtes absent de vous-même et que vous êtes dans une hémorragie d'énergie, vous êtes à la merci de la moindre parole, de n'importe quel désir de l'autre, de n'importe quelle pensée, je dirais même du regard d'un père, de l'œil d'un voisin. Hein ? Les peurs de l'extérieur, c'est quand vous êtes géré par l'autre. C'est l'autre qui détermine ma valeur. Donc je n'existe pas. Puis après, il y a les peurs de l'intérieur. C'est quand vous
quand vous avez édicté un système de croyances bétonné, quand vous avez des certitudes et que quoi qu'il se passe, quand vous rencontrez quelqu'un, vous le passez au crible de vos certitudes, avant même de lui avoir dit bonjour. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis kinésithérapeute depuis 40 ans. Quand je vais en ville et que je vois un SDF avec un gros chien, je mets les mains, je mets les mains dans mes poches. C'est systématique chez moi. C'est vrai que c'est un arc réflexe, hein, je ne réfléchis plus. Hein. Je mets tout de suite les mains dans les poches. Si en plus cette personne a un comportement un peu difficile parce qu'elle était méchée, je fais un détour. Clairement, je ne veux pas la rencontrer. Je suis dans ma certitude que je risque de me faire croquer une main, que je risque éventuellement de moi une émotion inappropriée parce que je me sens en danger, et je ne rencontre pas l'autre. Mais quel est votre codage à l'autre? Posez-vous la question. Vous croisez un religieux, quel que soit un religieux. Quel est votre codage? Moi, c'est un SDF, voilà. Quel est votre codage à une femme qui serait en mini-jupe dans la rue? Quel est votre codage à la rencontre avec un homme politique? Nous avons tous des codages. Et alors là, parce que c'est toujours génial, de toute façon, de prendre un risque. Hein. Quand vous prenez un risque, l'univers vous répond. Et j'ai trouvé ce petit texte d'Eckhart Tolle que j'ai trouvé très intéressant. Chaque fois qu'une perte profonde survient dans votre vie, celle de vos biens, de votre maison, d'une relation intime, ou celle de votre réputation, de votre travail ou de vos capacités physiques, quelque chose meurt en vous. Vous vous sentez diminué dans votre sentiment d'identité. Vous pouvez également ressentir une certaine désorientation. Sans cela, qui suis-je? Lorsqu'une forme que vous aviez inconsciemment identifiée à une partie de vous-même vous quitte ou se dissout, ce peut être extrêmement pénible. Elle laisse un trou, pour ainsi dire, dans le tissu de votre existence. Dans ce cas, ne niez pas, n'ignorez pas votre douleur ni votre tristesse. Acceptez leur présence, méfiez-vous de la tendance de votre mental à élaborer autour de cette perte une histoire dans laquelle vous vous donnez le rôle de victime. La peur, la colère, le ressentiment, l'apitoiement sur soi sont les émotions qui accompagnent ce rôle. Puis prenez conscience de ce que cachent ces émotions et cette construction du mental. Ce trou, cet espace vide, pouvez-vous affronter et accepter cet étrange sentiment de vide? Le cas échéant, vous découvrirez peut-être que cet espace n'est pas si terrifiant. Vous aurez peut-être la surprise de constater qu'une paix en émane. Chaque fois que la mort survient, qu'une forme de vie se dissout, Dieu, l'informe et le non manifesté rayonnent par l'ouverture laissée par la forme en dissolution. Voilà pourquoi la mort est ce qu'il y a de plus sacré dans la vie. Voilà pourquoi la paix de Dieu peut vous parvenir par la contemplation et l'acceptation de la mort. Il nous parle bien des peurs de l'extérieur, hein, perdre sa réputation, perdre ses capacités physiques, son travail, une relation intime, et puis les peurs de l'intérieur, parce que quand nous ne voulons pas rencontrer cet espace de vide, ce trou à l'intérieur, c'est là que nous mettons tout un tas de croyances pour ne surtout pas descendre en profondeur. Mais dans ce cas, nous flottons entre deux eaux, et comme nous n'acceptons pas de descendre, nous ne pouvons pas rencontrer la lumière qui jaillit, cette petite lumière qui n'a jamais été éteinte. Cette petite flamme qui ne demande qu'à grandir, qui est l'être, qui ne sera jamais conditionnée par l'avoir. L'avoir est une leçon de frustration permanente. Quand vous voulez quelque chose, vous voudrez autre chose. Après le pull bleu, ce sera le pull vert, ce sera la jupe rouge. Alors que dans l'être, il n'y a aucune frustration. Le chemin est complètement ouvert. Je n'aime pas le terme de développement personnel. Je ne m'en suis jamais caché. Moi, je parle de démarche d'éveil. Une démarche d'éveil n'a jamais de fin. La richesse de l'être n'est pas comparable, ne peut pas se discuter. Vous ne trouverez pas de mots pour la richesse que vous trouverez à l'intérieur de vous-même, mais à condition de travailler sur les peurs de l'intérieur. Et alors, on peut les décliner, les peurs. Je prends une autre systématisation si ça peut vous aider.
si je ne suis plus identifié à ma personnalité, alors je n'ai plus peur de ne pas être vu, de ne pas être écouté, de ne pas être compris, de ne pas être aimé, d'être jugé, d'être abandonné, de perdre, d'être humilié, d'être rejeté, d'être trahi. Et donc je vais pouvoir m'intéresser à la construction, plutôt à la restauration de ce qu'on appelle la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est les reins en énergétique chinoise. Le pire pour les reins, c'est la sensation de n'être rien. C'est l'anagramme du rein. C'est la sensation d'être un pantin baladé par les bruits du monde. Où elle est votre base? Vous savez, dans la sagesse populaire, on dit celui-là, il a les reins solides. On sait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, lui, on va pouvoir aller le voir. Il a les reins solides. Il y a le yin de rein. Le yin de rein, c'est la confiance en soi. Le yang de rein, c'est la discipline, c'est l'organisation. Plus vous voulez contrôler, plus vous voulez diriger, plus vous voulez absolument préparer. Je ne préparerai pas l'intervention de mercredi prochain. C'est un magnifique clin d'œil. Le clin d'œil, parfois, c'est un clin d'yeux. Si vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de préparer tant que ça. C'est pas écrit ce que je suis en train de vous dire, hein. Le rein droit, en énergétique chinoise, c'est la lignée du père et le père. Le rein gauche, c'est la lignée de la mère et la mère. Au milieu des deux reins, un point Mingmen. La rencontre des deux énergies parentales et ancestrales qui nous donnent cette énergie pour cette vie. Les Chinois disent que nous avons un nombre de souffles. Et que quand le nombre de souffles est épuisé, nous quittons cette forme de vie. Marlise Zemek-Laole, qui a été ma formatrice en constellation familiale pendant des années, celle qui m'a ramassé, contenu, aidé quand j'étais en morceaux, disait « Mais vous avez le ticket de retour dans la poche. Ce sera le cancer, le platane. De toute façon, vous avez le ticket de retour dans la poche. La question, c'est comment je me déplace du point A au point B. Comment je construis ma sécurité intérieure? Comment je ressens du sens dans ma vie? Ou comment je suis perdu? Comment je suis un pantin baladé par les événements que me propose la vie? Alors c'est cesser de vouloir être quelqu'un, cesser d'être identifié à son rôle social, avoir, pouvoir, savoir, devenir, vouloir être. Que toutes ces fins soient votre commencement, nous dit Alejandro Jodorowsky. Que tous les chemins soient notre chemin, que le monde entier soit la cible de notre flèche. Alors pour l'avoir développé, je vais bien sûr prendre un temps sur la honte. La honte, c'est une énergie très particulière. Je lisais ce matin sur LinkedIn un avocat complètement affolé du nombre de viols d'enfants dans la ville de Toulon. C'est pareil, c'est ce matin. Pourquoi j'ai lu ça ce matin? Mais franchement, ce matin, j'avais autre chose à faire, sauf que j'allais intervenir et que la vie me met ça sous les yeux. J'ai eu honte. Honte pour tous ces enfants qui sont mal ou pas protégés. Honte pour ce juge qui ne répond pas à cet avocat. Honte pour cette société qui ne dénonce pas ce fait. Cet avocat était atterré. Mais il dit le pire, c'est qu'il n'y a personne pour dire quelque chose. Alors, la honte, dont parle très bien Boris Cyrulnik dans Mourir de dire la honte, il explique notamment le plafond de verre. Non, je ne pense pas que ce soit lui qui explique le plafond de verre, il explique surtout ce qu'on appelle le bas parleur. Quand vous avez une honte tapie à l'intérieur de vous parce qu'il y a des secrets de famille, parce que vous avez été humilié pour votre forme physique ou votre appartenance à un groupe minoritaire, il y a tout un pan de votre personnalité qui est en bas parleur, comme dit Boris Cyrulnik, et que vous ne partagerez pas. Que vous ne partagerez que très peu avec très peu de personnes. Ce qui vous coupe d'une qualité relationnelle. Ça, c'est ce qu'il y a et qui vous empêche d'aller dans l'intimité. Mais il y a aussi la constitution d'un plafond de verre. Parce que comme vous avez honte de votre milieu, vous en avez aussi une loyauté. Alors vous n'aurez pas le droit de gagner trop bien votre vie. Vous allez vous interdire certaines interventions au public. Vous allez être coincé dans le seul espace qui vous est permis,
C'est-à-dire de ne pas trop aller voir dans la profondeur parce que la honte n'a pas pu se dissoudre dans la confidence, parce que la honte n'a pas été dénoncée, parce qu'elle n'a pas été mise en mots. Mais vous serez aussi en train de baisser la tête et de vous rapetisser parce que quelque part, vous n'avez pas le droit, parce que vous avez vécu de l'humiliation et de l'indignité. Alors ce qui aide considérablement, c'est de sortir du jugement. C'est-à-dire que là, quand vous sortez du jugement, vous êtes en train de déstabiliser votre mental. Parce que le mental a absolument besoin de collecter, entreposer et analyser les informations à partir du passé, bien sûr. Donc à partir des blessures, des empreintes, à partir de l'enfant intérieur qui n'a pas encore été réintégré. Et donc forcément, à partir de la peur du jugement, des peurs de l'extérieur, des peurs de l'intérieur. Alors quand vous vivez quelque chose, je vous invite à commencer par accepter que le fait est que c'est comme ça. Et de ne pas commencer à classer les choses en c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux, c'est bon, c'est mauvais. Ne me faites pas dire que le bien et le mal n'existent pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire de ne pas commencer par vous infliger un système de croyance quand il vous arrive quelque chose. En constellation familiale et systémique, nous avons absolument besoin de l'information et nous ne permettons pas le jugement. Parce que si l'on juge, c'est terminé. C'est comme si vous faisiez un lit en portefeuille. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avancer et de vous remettre en cause. Alors là, me vient tout de suite, quand je vois ces items, utile, inutile, constructeur, destructeur, intégré, ce qui ne l'est pas. Je pense à ce jeune homme adolescent de 18 ans qui est venu me voir parce que ses parents n'en pouvaient plus. Tous les samedis, il sortait avec les copains et selon son expression, il se mettait mal. Alors moi, je pars toujours de très 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 loin, je considère que je ne sais pas. Je considère que je ne connais pas la personne que j'ai en face de moi et donc je pose des questions. Alors je lui dis, bon, si j'ai bien compris, tu bois de l'alcool. Oui, je bois de l'alcool. Est-ce que c'est régulier? Oui, tous les samedis. Déjà, c'est très embêtant, parce que c'est régulier. On peut même se demander s'il peut se passer de ce bain ambiant et de ces circonstances. Moi, je pose la question qui suit. Et tu bois quoi? Excusez-moi, mais moi, je suis un peu naïve, je croyais que j'allais entendre 2-3 bières. Oh, une bouteille de whisky? Pardon? Oui, mais c'est comme ça qu'on fait. Le but, c'est de boire le plus possible dans le moins de temps et de se mettre mal. Ah. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous mettez mal? Ben après, on se regarde, on se voit faire. Alors, on fait des choses un peu débiles. Ça nous fait rire. Puis quand vraiment on sent qu'on est très 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 mal, on se fait vomir. Puis bon, le lendemain, j'ai un peu mal aux cheveux quand même. Faut être honnête. Alors mes parents, ils en ont marre parce que le lendemain, je me lève à 14h et je fais rien du dimanche. Puis quelque part, le lundi, je suis encore un peu dans le pâté. Je pouvais aussi lui dire, comme ses parents, ah c'est pas bien ce que tu fais. Ah non, mais quand même, c'est pas bon du tout pour ton foie. Tu te rends pas compte, le foie, c'est une éponge, les retraites, les hormones, l'alcool, tout ça. Non. Je lui dis, écoute, on va essayer de regarder ensemble ce qui est utile. Ah bah il me dit ce qui est utile, c'est que j'ai un groupe de copains. Ce qui est utile, c'est que quand je bois, je me permets d'aborder les filles. Donc en fait, si j'ai bien compris, il y a quelque chose de constructeur puisque ça te permet d'aller vers l'autre. Ah bah oui, c'est sûr que si j'avais pas bu, j'irais pas vers l'autre. Donc un côté, c'est constructeur. Ça n'est pas que constructeur, mais laissez-le d'abord regarder que c'est utile à un endroit et que c'est constructeur. Par contre, je lui dis, bon, bah on est clair, c'est pas intégré. Bah non. Puisqu'il faut que je boive, c'est pas intégré. Je me débrouille pas tout seul entre moi et moi-même. Je lui dis, bah écoute, je te propose quelque chose. La prochaine fois que tu sors, toi, tu vas pas boire une bouteille de whisky, tu vas boire 2-3 bières. Ça va te permettre d'être un peu désinhibé et d'aller parler à la jeune fille aux yeux bleus que tu as repérée depuis le début de la soirée. Mais en même temps, ça va pas être destructeur pour ton foie et ce sera pas destructeur pour la relation parce que à partir du moment où tu as bu une bouteille de whisky, tu n'es plus en relation avec la jeune fille aux yeux bleus. Donc, boire 2-3 bières, c'est-à-dire te contenir et garder la qualité relationnelle, ça va être très intéressant. Ce sera toujours pas intégré parce que tu as besoin de 2-3 bières, mais déjà ce sera beaucoup moins destructeur et ce sera pas inutile comme le fait de boire une bouteille de whisky.
Et donc, il a accepté de faire l'expérience. Mais il a trouvé ses potes complètement débiles. Et je lui dis, ben maintenant, tu as le choix. Soit tu parles à tes amis, tu leur expliques ce qui est utile, inutile, constructeur, destructeur, intégré, ce qui ne l'est pas, soit au fur et à mesure, ou tu vas entraîner 2-3 copains, mais vous allez faire autre chose autrement. Vous allez peut-être vous faire des soirées guitare. Oui, il y aura 2-3 bières, mais vous ne serez pas obligé de vous mettre mal. Et puis, vous allez commencer vraiment à vous rencontrer. L'être humain est un être de relation. Nous avons absolument besoin de nous rencontrer. L'être humain est un être de société. Eh bien, il est reparti avec son petit papier dans la poche. Et là, c'était intéressant. Parce que si j'avais jugé tout de suite, c'était terminé. Il serait venu à une séance, je peux vous dire déjà qu'il ne serait pas venu à la deuxième. Alors l'idée, c'est bien sûr de se mettre en route et de regarder ce qui émerge de la profondeur, de faire votre travail de réappropriation, d'association, d'élaboration. Et dans ce qui va vous réinventer, tout est possible. C'est ce qui fait sens. Vous allez peut-être retrouver un rêve enfoui. Moi, je suis très attentive au fait de remettre du mouvement. Je me souviens d'un patient qui vivait avec sa femme et 2 enfants dans un appartement vraiment pas très grand. Je lui ai demandé de libérer un tiroir. Dans ce tiroir, il y avait un paquet de feuilles A4 et des petits crayons de couleur. Pas 25, 8. Je lui ai dit, tu prends la feuille, tu mets en haut à gauche la date et comment tu te sens, tu retournes la feuille, des feuilles A4 à dessin quand même. Tu utilises la totalité de la feuille. La nature a horreur du vide. Tu utilises chaque crayon. S'il y a une zone qui reste blanche, tu prends le crayon blanc et tu écris dessus. Tu remplis la totalité de la feuille. Nous sommes tous tout un petit peu. Et quand tu as terminé ce dessin, tu observes comment tu te sens, les pieds bien ancrés dans la terre, avec une respiration consciente et la main sur le corps. Ensuite, tu retournes la feuille et tu mets en bas de la feuille, de l'autre côté, comment tu te sens. Et tu me fais des dessins. Il est revenu avec ses dessins. Si des thérapeutes entendent ça, attention, à 4, c'est déjà beaucoup. Si c'est quelqu'un qui a peu d'énergie vitale, parce qu'il a vécu une opération, ou parce qu'il a une maladie de système, ou parce qu'il est déprimé, prenez du A5, petite feuille. Et quelqu'un qui serait même très 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 mal, un grand post-it, ça suffit. Et la personne va venir avec ses dessins. Et on va voir l'évolution dans les dessins. Et cette personne va reprendre un mouvement intérieur. Peut-être que demain, vous allez acheter un pot de peinture. Vous allez aller dans un magasin où il y a plein de pots de peinture. Vous allez écouter votre corps et vous allez aller acheter le pot de peinture de la teinte que le corps vous demande de prendre. Pas le bleu que vous aimez. Pas le rouge que vous avez décidé. Non. Bah tiens, c'est du jaune. Puis vous allez acheter un pinceau. Un seul pinceau. Peut-être un grand carré, peut-être un petit rond, je n'en sais. Vous allez mettre le pot de peinture devant un mur du garage. Ce pot de peinture, ce mur dans le garage est en train de vivre à l'intérieur de vous. Il est déjà en train de faire partie de vous-même. Puis alors après, vous allez vous dire, il faut quand même que je protège mes vêtements. Quand même. Un petit peu d'adaptation, un petit peu de contrôle, un petit peu de préparation. Ben, je vais me prendre une vieille blouse, une vieille chemise. Et puis un jour, ça suffit. La journée s'est mal passée, je m'enferme dans le garage. Je prends le pinceau, je le trempe dans le pot de peinture et je fais un geste. Et si je fais un geste, je mets en lien mon corps avec la main. Alors vous allez redonner un mouvement à votre corps. Vous allez peut-être dessiner une spirale et vous mettre à pleurer. Vous allez peut-être dessiner un grand trait et vous mettre à hurler. Vous allez peut-être poser votre pinceau et dire « plus jamais ça ». Puis peut-être que le lendemain, vous allez retourner dans le garage et vous allez y passer un quart d'heure. Puis peut-être que le surlendemain, vous allez y passer une demi-heure. Puis votre conjoint ou votre conjointe va dire « mais qu'est-ce qui se passe dans ce foutu garage ?» Il ou elle y passe de plus en plus de temps. Et vous allez remettre un mouvement intérieur et vous donner le droit à la créativité, à vous montrer. Alors je vous ai sorti quelques petits items. Le pire est bien sûr de ne rien faire.
Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser, nous dit l'abbé Pierre. C'est sûr que si vous attendez un chemin bien balisé, de l'alpha à l'oméga, vous n'allez rien bouger du tout, parce que vous êtes le chemin. Et si vous ne faites pas un pas de côté, et si vous ne faites pas le premier pas, il n'y a aucune chance que vous sachiez un jour où vous pouviez aller, jusqu'où vous étiez capable d'aller. Comment vous alliez vous trouver, comment vous alliez vous dépasser. Vous ne le saurez jamais. J'adore cette phrase. L'action n'est pas une habitude. Alors je vous ai parlé des dessins successifs, c'est un procédé connu. Je vous ai parlé de cette femme ou cet homme dans le garage, mais ça peut être une toute autre forme. C'est peut-être ce rêve enfoui de photographe à l'intérieur de vous. C'est peut-être d'aller modeler de la terre, parce que vous y pensez régulièrement depuis 10 ans, mais vous ne vous êtes pas donné le droit, pas le temps. Et c'est là que vous allez entrer dans l'action conjointe mentale, créativité. Tout est créativité quand vous faites un pas de côté dans le pas sage. Quelle est la clé de cette créativité? Mais c'est le plaisir, c'est le sourire, c'est le contentement, c'est le fait d'être en vie. Plus votre vie est compliquée, plus votre vie est encombrée, plus vous avez besoin de créativité, plus vous avez besoin de faire un pas de côté. Tiens, peut-être que vous allez aller danser. Peut-être que vous allez faire de l'expression corporelle. Alors je vais essayer de vous entraîner un tout petit peu plus loin. Je vais vous proposer de lâcher vos papiers. Il y aura de toute façon sur YouTube une rétrospective de cette intervention, comme je l'ai fait pour les secrets de famille. Tapez Muriel Gay YouTube, vous aurez. Et je vous propose une toute petite introspection via 4 petites questions. Alors je vous invite à enlever vos lunettes si vous en portez, à poser vos sacs, vos manteaux, à mettre bien les 2 pieds à plat sur le sol, à mettre les 2 mains sur le ventre, à fermer les yeux et à entrer en lien avec qui vous êtes à l'intérieur, avec celui ou celle qui vous attend, qui vous attend depuis si longtemps. Et de vous poser cette question. En vrai, de vrai, en vrai, si je me respectais vraiment, qu'est-ce qui se passerait? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps je sais que cette étape est terminée? Que cette relation ne me convient plus? Que ce travail ne me nourrit pas? Que ce lien me détruit plus qu'il me construit? Depuis combien de temps je sais que j'ai lâché la main de ce petit enfant à l'intérieur de moi qui aurait tellement besoin d'être écouté, qui aurait tellement besoin d'exister et d'être considéré. Cet enfant intérieur avec lequel j'aurais tellement besoin de refaire du lien. Quel est l'espace entre mon désir et son incarnation, entre mon désir et sa manifestation, entre ce moi qui me fait voyager dans les bruits du monde et cet être profond à l'intérieur de moi, tapi à l'intérieur de mon cœur. Est-ce que ça fait 10 ans que j'ai envie de prendre des cours de danse? Est-ce que ça fait 5 ans que j'ai envie de prendre la plume? Est-ce que ça fait 2 ans que j'aurais besoin de 48 heures, rien que pour moi? Si je me mets au centre de ma vie, au centre de mon ventre et à l'intérieur de mon cœur, que va-t-il vraiment se passer?
Quelle est ma priorité? En quoi suis-je important? En quoi suis-je véritablement efficace? Quelle est ma priorité? Qu'est-ce qui va se passer au plus vite? Qu'est-ce qui est finalement essentiel pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mon être, de l'infinie richesse de mon être, comparé à la frustration sans fin de l'avoir? Quand est-ce que je m'occupe véritablement de mon cœur? Je vous invite à rencontrer vos mains, toucher vos mains, de la caresse au frottement, peut-être mettre les mains sur le visage, la figure, votre façon unique de figurer au monde. Accueillir la différence de température entre vos mains et le visage. Peut-être laisser les mains venir au niveau du cuir chevelu, peut-être mettre les mains sur le cœur. La main sur le cœur rencontre d'abord le vêtement, puis la chaleur du corps. Et puis il y a la peau, puis il y a le sternum, le bouclier du cœur, 1,2 cm. Ensuite, il y a le péricarde, ces membranes informatives qui forment un cocon de soie pour le cœur lui-même. Et ce cœur, le cœur de l'être, le cœur de qui vous êtes. Osez le rencontrer, osez mettre la qualité de présence qui est la vôtre dans le cœur. Ressentir si vous êtes en lien avec un petit cœur en or. Est-ce que vous avez le cœur gros? Est-ce que vous ne ressentez même pas votre cœur et les battements du cœur? Et pour les personnes habituées à méditer, un exercice extraordinaire est de placer votre conscience entre les battements du cœur. Dans cet espace de vide entre les battements du cœur. Dans la profondeur du mystère dont nous venons, où nous retournerons, enrichis de nos expériences, de la qualité de présence que nous aurons mis dans nos pensées, dans nos actions, dans nos mouvements, dans notre accueil de nous-mêmes et de l'autre. Parce que c'est au cœur de qui vous êtes que vous trouverez, dans une intimité grandissante entre vous et vous-même, à un endroit où il n'y a pas de justification, pas d'explication, pas d'analyse, juste le souffle qui traverse, la conscience que vous mettez dans les battements du cœur et dans l'espace entre les battements du cœur. Tout doucement, revenir ici et maintenant dans cette pièce. Vous étirez, bâillez, peut-être mettre les mains sur la nuque. C'est toujours intéressant de mettre ses mains à la base du crâne. C'est aussi l'insertion des trapèzes. D'aller respirer dans ses mains, d'aller rencontrer ce lieu très particulier entre la tête et le corps et la tête. Et de revenir ici et maintenant dans cette pièce. Un jour, tout prend sens.
Tu réalises ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Tu apprends à moins t'occuper de ce que les autres pensent de toi et de plus t'occuper de ce que tu penses de toi-même. Tu réalises que tu viens de loin, que tu te rappelles que dans les pires moments de détresse, tu croyais que tu ne t'en sortirais jamais. Puis tu souris parce que tu es fier de toi et de t'être battu pour la personne que tu es devenue. Qu'avons-nous fait aujourd'hui si ce n'est nous rencontrer? Nous rencontrer, ça prend minimum 20 minutes, c'est le temps de l'introduction à peu près, pour que le mental commence à lâcher un tout petit peu et que nos cœurs se synchronisent. Le père de l'électrocardiogramme, début 20e, et puis en 1936, ce cardiologue qui dit que le champ électromagnétique du cœur, est 5000 fois plus puissant que le champ électromagnétique du cerveau. Ce qui a donné en sciences actuelles que le réseau neuronal du cœur vers le cerveau est beaucoup plus puissant que le circuit neuronal du cerveau vers le cœur. Nous n'avons fait que synchroniser nos cœurs, entrer en état vibratoire à un certain niveau et nous rencontrer ensemble pour écouter comment nous pourrions éventuellement nous réinventer de l'intérieur. En conscience. La conscience est là en permanence, elle est partout, tout le temps. Mais si vous ne mettez pas votre conscience sur la conscience, si vous n'habitez pas votre corps, vous respirez à 18% de vos capacités. Si vous n'habitez pas votre parole, qu'est-ce qu'il reste de votre verbiage? C'est dans l'expérience que se construit la conscience. Et c'est la conscience d'avoir conscience qui permet de faire reculer la peur. Et si la peur recule, alors je peux commencer à être moi-même. Et je me fiche complètement si je n'ai pas vu un tel pendant 3 semaines, même s'il ne comprend pas. Et je me fiche complètement de ce que pensent les autres quand je supprime un groupe WhatsApp auquel je participais. S'occuper du clignement de la paupière. Éventuellement se faire un thé et changer de point de vue 15 fois dans son jardin. Ça prend du temps, me direz-vous, mais moi je m'en fiche du temps à cet endroit-là. Je suis dans l'espace. Passer du temps qui dévore à l'espace qui construit. Comme disent les Africains, vous avez la montre, nous on a le temps. Vous rétablir dans des espaces où ça n'est plus le temps qui vous dirige, où ça n'est plus le temps qui vous gère. Ce ne sont pas les bruits du monde qui décident de vous. Où vous commencez à être. Ça n'était pas écrit, excusez-moi, dans mes papiers. Je digresse un petit peu. Alors je vous donne une petite bibliographie. Bon, la flamme de l'attention de Krishnamurti, bien évidemment. Krishnamurti, c'est toujours très décapant. Le sens du bonheur, voilà, la flamme de l'attention de Krishnamurti, c'est un bon livre. C'est très intéressant. Il parle de, bien sûr, notre identité dans la crise et que si la crise est macrocosme, c'est parce qu'elle est microcosme. C'est parce que nous sommes toutes et tous extrêmement éloignés de nous-mêmes. La voie du sentir de Louis Sansa, je ne vois pas comment je ne pourrais pas mentionner ce livre qui ouvre des portes et des portes et des portes. Je pratique en ce moment la voie du sentir dans des groupes de lecture vécue où nous pratiquons 1 ou 2 chapitres tous les 3 semaines. Ce livre nous prend à peu près 18 mois et c'est un tel bonheur, une telle richesse à chaque fois, avec de l'expression corporelle, de l'écoute. Et je vois ce groupe, et moi-même bien sûr qui fait partie de ce groupe, dans le mouvement, le changement, la transformation. Je vois la vivance de ce groupe s'étayer de réunion en réunion. Seule meurt la peur de Barry Long, extrêmement intéressant sur le masque et l'individu
en profondeur. Je pense que la prochaine fois que j'organiserai une lecture vécue, ce sera sur ce livre. Seule meurt la peur de Barry Long. Et puis, comment vivre dans une société traumatisante et traumatisée, livre récent d'un psychologue allemand, Franz Ruppert, qui peut éventuellement vous aider à vous situer dans ce que nous vivons actuellement. Alors bien sûr, je vous propose ce que Darwin a dit, mais je ne pouvais pas terminer là-dessus. Alors je vais vous lire un petit texte, une poésie, un texte de sagesse amérindienne. Le désir dresse la scène pour l'entrée dans la création. Il met la volonté en mouvement en utilisant nos passions pour tisser artistiquement nos toiles, pour dessiner nos rêves, pour rendre tout concret et tout consolidé par l'affection. Lorsque nous voyons nos créations, nous pouvons alors choisir de changer notre perspective ou leur alignement, ajuster leur profondeur ou leur étendue. Lorsque la toile de notre création respire de la vie de nos rêves, nous pouvons voir combien notre passion permet à nos visions de survivre. C'est là le secret du meilleur de la création. Un rêve porteur de passion durera et se réalisera. Je vous remercie.